Le lendemain, Michel et Teddy ont rendez-vous au collège de Saint-Pierre pour y projeter leurs images du Biscaye. D'abord, je suis très très heureux d'être avec vous. Ouais, j'ai mis une belle chemise pour être assorti. Alors, je suis l'inventeur des épaves de Saint-Pierre. Quand vous découvrez quelque chose en mer, ou sur la mer, ou sous la mer, vous allez la déclarer. Et quand vous l'avez déclarée, vous devenez l'inventeur. C'est comme ça que j'ai déclaré les bateaux qui ont été coulés par le volcan en 1902. En 1977, je les ai déclarés, donc je suis devenu l'inventeur des épaves de Saint-Pierre. Les images qu'on va vous faire voir, là, c'est ce qu'on a tourné et on va essayer de vous expliquer ce qu'on voit sur ce bateau. Ce bateau s'appelle le Biscaye. C'est un bateau en bois, un 3-mâts, et il arrivait de Saint-Pierre et Miquelon. Alors évidemment, ça n'a pas une forme de bateau comme vous pouvez imaginer. C'est le volcan qui les a coulés. Donc il y avait une nuit ardente, un souffle très très fort. Pendant près d'une heure, Michel va leur parler de ces trésors sous-marins qui dorment en face de la ville de Saint-Pierre et que peu de Martiniquais ont pu apercevoir. C'est pourquoi les images de Michel et de Teddy sont précieuses. Ce que l'on voit qui est horizontal, ce sont un des 3-mâts, et là, on voit le début et presque la fin où il est cassé. Voilà. L'avenir, c'est quand même qu'on puisse vous faire voir, quand vous aurez l'âge et quand vous pourrez, aller voir des bateaux chargés de poissons et d'histoire. Une très belle histoire. Voilà, les copains. Ce que je souhaiterais, c'est que tous les enfants de la Martinique puissent aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Parce que c'est unique, cette concentration des derniers voiliers du siècle et des premiers vapeurs, c'est unique. Il faut le faire connaître, c'est vrai. Vous savez, notre formule qu'on a appris avec le commandant Cousteau, c'est faire connaître pour faire aimer, pour protéger. Cette devise, c'est aussi celle qui anime tous les jours Fernand Pin, un passionné de l'histoire de Saint-Pierre. D'ailleurs, regardez tout en haut, on voit encore pointer vers l'horizon quelques-uns des canons. À bord de son petit train, il organise tous les jours des visites guidées. Le thème de la balade, l'éruption de la montagne Pelée. Il y avait ancré ici pas moins de 43 navires. Ils vont immédiatement s'enflammer, brûler et couler. La puissance terrible qui a jailli du cœur du volcan ce matin-là, 50 ans plus tard, des scientifiques internationaux ont estimé qu'elle aurait eu pas moins de 10 fois la puissance de la bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima. Et à ce jour, des mots et un parcours savamment choisi qui transportent les visiteurs d'un jour à la découverte de Saint-Pierre et de son histoire tragique. Car les ruines de l'ancienne ville sont toujours visibles. On peut par exemple monter les marches monumentales de l'ancien théâtre de 800 places, construit à l'identique de celui de Bordeaux, et dont il ne reste plus que le dallage du péristyle. Ou encore arpenter les couloirs de l'ancienne prison, dans le cachot de laquelle on retrouva, 3 jours après le drame, Louis Siparis, le seul survivant avéré de la tragédie de 1902. Et si vous voulez, nous sommes sur le site le plus extraordinaire de Saint-Pierre.
Alors notre homme, en fait, c'était un peu un alcoolique qui buvait souvent beaucoup, qui se retrouvait enfermé dans une cellule pour 2-3 jours. Et cette fois, comme il est très nerveux, on va l'enfermer non pas dans une cellule, mais dans le cachot qui servait exceptionnellement. Et le lendemain, c'est l'éruption terrible qui détruit la ville. Vous avez toute la prison ici avec les cellules et tout au fond, accolé contre la colline là-bas, il y a un cachot qui a une forme particulière, des murs très épais, une forme arrondie qui semble-t-il est plus résistante que la forme plate. Et il était aussi situé dans l'endroit le plus humide, le plus glauque. Donc tous ces paramètres font qu'il semblerait que ce soit là le lieu qui ait bénéficié des conditions optimales de sécurité sur tout le territoire de Saint-Pierre. Sa cellule est envahie d'un souffle chaud intense qui lui causera de sévères brûlures au dos et aux jambes, alors que ses vêtements demeurent intacts. Son isolement lui sauvera la vie. Alors c'est une histoire tellement extraordinaire que les représentants du cirque américain Barnum se dépêchent de venir lui proposer de l'embaucher. Et une fois rétabli de ses brûlures, il part avec ce cirque et pendant des années va être montré à travers le monde entier comme une bête curieuse, faisant voir ses cicatrices. Malheureusement, quand le cirque aura bien gagné de l'argent sur son dos, parce que tout le monde voulait le voir à l'époque, et qu'il ne leur rapporte plus autant, ils vont l'abandonner à Panama. Et c'est là qu'il va vivre dans la plus totale pauvreté. Et c'est aussi là qu'il va décéder à 55 ans du paludisme. Les ruines du théâtre et de la prison de Saint-Pierre ont été restaurées et sont maintenant ouvertes au public. Pourtant, bien d'autres vestiges sont encore tapis sous la végétation. Clarisse, animatrice patrimoine de Saint-Pierre, a pour mission de les dénicher. Armée de son appareil photo, elle immortalise les lieux qu'elle pourra peut-être dans les mois prochains réhabiliter pour les ouvrir au public. Ici, les vestiges encore visibles sont ceux de la chapelle de l'asile Bethléem. En fait, donc, tout l'asile accueillait dès 1866 des enfants abandonnés, également des vieillards. Donc, la majorité de l'asile a donc disparu, a brûlé. Mais nous avions par contre, malheureusement, des malades encore présents sur site avec leur infirmière qui donc sont décédés le jour de l'éruption de 1902. Un travail de mémoire sur l'histoire de Saint-Pierre que partage Corinne, notre historienne de Fort-de-France, et Madame Chaumont-Lamotte. Je souhaite que les générations qui viennent conservent au moins un patrimoine de ruines et d'histoire qui puisse donner aux visiteurs une idée du genre de vie qui se menait là. Parce qu'on finira par croire que Saint-Pierre a toujours existé comme il est maintenant. C'est pas vrai. Il faut qu'on sache comment c'était. Il faut qu'on sache comment on vivait à cette époque-là. S'il y a bien une demeure qui symbolise la vie de Saint-Pierre avant l'éruption de la montagne Pelée, c'est l'ancienne maison du gouverneur. Elle est située sur les hauteurs de la ville et n'a pas encore bénéficié du programme de réhabilitation. On est ici sur le site qu'on a surnommé le château. On le connaît comme étant la maison du gouverneur, la maison de l'intendant, la maison de réception du gouverneur, le château. C'était une résidence habitée, d'ailleurs qui daterait vraisemblablement du XVIIIe siècle. L'une des premières maisons construites en dur, en pierre. C'est un site qui est très largement laissé à l'abandon, très peu connu, très peu fréquenté. Et donc, effectivement, il s'agira pour l'instant de quelques prises de vue pour appréhender ce qui sera un site à mettre en valeur de la ville. La partie la plus insolite de la maison vient seulement d'être découverte par les équipes de Clarisse. La végétation a encore repoussé. Et il faut s'aventurer sous les branchages pour trouver l'entrée d'une pièce pas comme les autres.
Alors ici, en fait, on se trouve dans une pièce qui est donc distincte de la maison principale. Il s'agit vraisemblablement d'une ancienne salle de bain, dont il reste aujourd'hui donc une baignoire monolithique entièrement sculptée en marbre. Et en fait, c'est vrai que c'est l'un des rares souvenirs que nous avons de cette maison, de cette résidence, et qui rappelle que c'était bien une résidence de prestige. Le temps a fait son travail. Et cette salle de bain de luxe du début du 19e siècle pourrait bientôt s'effondrer. Et ce n'est pas le seul problème auquel Clarisse doit faire face. Il y a certains habitants qui ont connu encore le robinet qui a donc été subtilisé, qu'on a dérobé. Et puis également, cette partie-là, en fait, qui correspondait à un lavabo, lui aussi en marbre, et qui aurait également été arraché du mur. C'est vraiment très dommage parce que bon, c'est quelque chose qui est resté encore longtemps après l'éruption. Les habitants, dans les années 50-60, ont connu, enfin pour ceux qui connaissaient le site, le lavabo et le robinet de la baignoire. Sur la commune de Saint-Pierre, il reste encore beaucoup de sites comme celui-ci à identifier et à sauvegarder. Car c'est tout un pan de l'histoire de la Martinique qui doit être préservé. Madame Chaumont-Lamotte, à sa façon, partage le même combat. Quand je rencontre des jeunes aujourd'hui qui s'y intéressent, je veux qu'elles sachent. Je veux qu'on sache, je veux qu'on sache. Je veux pas que ça se perde. Et je suis désespérée quand je vois détruire des ruines, quand je vois des choses qui ont disparu, parce que c'est trop important dans la vie de la Martinique et qu'on n'a pas le droit de le perdre et de l'oublier. Donc, je transmets tout ce que je sais à ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Saint-Pierre. Comme chaque matin, Véronique, 84 ans, prépare des acras de morue. Elle confectionne, comme sa mère le faisait et sa grand-mère avant elle, ces petits beignets qui font la réputation de Saint-Pierre et de toute la Caraïbe. C'est d'ailleurs les vertèbres de ce poisson retrouvé dans les cales du Biscaye qui permirent à Michel Métairie, le plongeur de la Calypso, d'identifier formellement le navire comme étant le Biscaye et non la Gabrielle. Ce sont les arrêts de la morue. Vous voyez? Alors on ne peut pas mettre ça dans un appareil, c'est qu'à casser cet appareil-là. C'est la queue de la morue. On s'en sert. On ne va pas mettre ça dans la soie, mais on s'en sert à ce moment-là. Comme il y a de la morue là-dessus, vous voyez comme ça. Ça, c'est l'arrêt, c'est pas bon. La morue, c'est pas en Martinique. Ça sert en Norvège, c'est marqué Norvège, dans tous ces coins-là. Lorsqu'on achète ça, c'est une caisse de morue qu'on achète. Ouais. Au début du XXe siècle, la morue était pêchée sur les bancs de Terre-Neuve ou dans les eaux froides de Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, elle vient principalement d'Europe du Nord. Piment fort et piment végétarien. Ça, c'est de l'ail. Il y a de l'oignon, du thym, du persil. Je mets le tout. Un peu de farine encore, c'est trop mou. C'est fait. Ça fait combien d'années que vous faites cette recette-là? Ça, je peux pas vous dire. S'il y a 10 ans, s'il y a 15 ans, s'il y a 20 ans, s'il y a 30 ans, je ne sais pas. Je fais des acras. À chaque fois qu'on parle de Saint-Pierre, on parle de ces acras. Les acras de Saint-Pierre sont bons, vraiment. C'est la fille de Véronique, Marie-Claire, qui assure la cuisson et la vente des beignets si convoités de sa mère. Le marché est resté l'un des derniers endroits animés de la ville. Bien plus modeste qu'avant l'éruption de la montagne Pelée, il continue d'être un lieu d'échange entre les populations des villages alentours et les Pierrotins. Le ballon, le ballon. Ballon bleu, ballon bleu.
Poissons, légumes, fruits, on y trouve de tout, et surtout les fameux acras de morue. Je suis au marché déjà, ça fait déjà 30 ans que je suis au marché. Je fais déjà des acras, ça fait déjà 30 ans que je suis là. Si la recette des acras n'a pas changé depuis 1900, la taille du marché, elle, a bien diminué. C'était pas comme ça auparavant. Quand je suis arrivé, c'était pas comme ça du tout. Ça a baissé un petit peu, parce que 10 ans en arrière, il y avait beaucoup plus de personnes. Il y avait les marchands de Pont-Saint-Denis, des communes avoisinantes qui venaient écouler leurs marchandises. Maintenant, ça a baissé énormément. Par rapport à 10 ans en arrière, il n'y a pas de relève. Il n'y a plus de relève. Il y a la jeunesse qui prend la relève. On fait avec. Après plus de 100 ans de reconstruction, Saint-Pierre peine à retrouver sa richesse d'antan. Sa population a chuté de 26 000 habitants en 1900 à moins de 4 500 aujourd'hui. Des femmes et des hommes qui n'ont cessé de s'éloigner de cette ville maudite à leurs yeux. Et pour ceux qui ont choisi de rester vivre sous la montagne pelée, comme à Morne-Rouge par exemple, ils n'ont eu de cesse de construire des routes, comme celle de la Trace, pour fuir une éventuelle éruption. Et l'histoire leur donnera raison, puisque 27 ans après l'éruption de 1902, la Pelée se réveille à nouveau. Nous sommes en 1929, et la tragédie du début du siècle est encore dans toutes les mémoires. Les habitants fuient vers Fort-de-France en empruntant une de ces pistes, en plein cœur de la forêt. Il n'y aura pas de victimes. C'est ce patrimoine historique que René, guide de montagne, et Maurice, historien, tentent de sauver de la végétation. Leur objectif ? Nettoyer ce sentier pour permettre aux promeneurs de marcher à nouveau dans les pas des réfugiés de la montagne pelée. Il faut le faire assez régulièrement. Parce que chez nous, la croissance des végétaux est plutôt rapide. Donc si le sentier n'est pas fréquenté, ça se rebouche facilement. D'où l'intérêt pour le guide de faire une prospection pour vérifier les sentiers, s'il n'y a pas d'arbres, si c'est pas trop sale, pour la sécurité de ses clients. Le bambou, c'est quand même assez dangereux. Ça repart en arrière. Ouais. Donc tu le bloques avec une bois coque. Là, il s'agit d'ouvrir juste le passage. Voilà. C'est facilement par là. Impeccable. Plus les deux hommes s'approchent du col Yangting qu'ont emprunté les réfugiés de l'éruption de 1929, et plus la végétation se fait dense et envahissante. À quelques centaines de mètres du col, un arbre déraciné leur barre le passage. Bon, je vais analyser un peu. Ah oui, t'as vu derrière. Mais c'est la racine de l'autre derrière qui pose problème. Hein. C'est toute la grosse souche qui est tombée là-bas. Non mais attends, mais si tu as ça là, tu vas pas amener les gens là-dessous. Si tu amènes le groupe de personnes ici, ils ont que ça comme passage. Nous ça va, mais qu'on enlève 2 branches, je comprends. Mais la souche qui est là-bas, c'est impossible, c'est trop lourd. Donc soit on essaie ou bien soit on capitule et après on revient avec la tronçonneuse. On attaque pendant 5 minutes et après on voit qu'est-ce que ça donne. D'accord. Ok. On décide. On décide. Après quelques bons coups de machette et un peu d'huile de coude, leur ténacité va enfin payer. 30 minutes plus tard, la piste est de nouveau dégagée, prête à être parcourue par les amateurs de randonnée. Je viens de réouvrir le col Yangting. Le col Yangting, c'est tout un pan de l'histoire terrible de la montagne pelée qui ressurgit. Des histoires qui s'entrecroisent, celles des hommes qui ont souffert, mais aussi celles des sciences, et celle d'une ville florissante
qui fut détruite par une nature impitoyable. Il est important de penser à notre histoire. Et penser l'histoire de la Martinique, c'est penser notamment à la façon dont les hommes se sont comportés face à certains phénomènes comme les éruptions volcaniques. Étudier cela, c'est étudier finalement le comportement des relations qui existent entre l'homme et la nature, y compris quand la nature est dangereuse. Comme assoupie, la plus haute montagne de l'île laisse à présent planer un sentiment de tranquillité et de sécurité sur la Martinique. Guillaume, notre volcanologue, vient de transférer les données des capteurs de mouvement du sol sur son ordinateur. Alors les données que j'ai récupérées sont des données GPS, donc c'est-à-dire la position exacte de la station référencée par satellite, qui nous permet de voir si le volcan a bougé légèrement ou pas suite à l'arrivée potentielle de magma. Donc cette station-là, en l'occurrence, s'intéresse à la déformation du volcan. Ça fait des dizaines d'années qu'on voit que le volcan ne se déforme pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de magma en profondeur qui arrive. Aujourd'hui, avec notre connaissance acquise au cours des dizaines d'années et avec les appareils dont on dispose, on peut déjà voir les choses apparaître quelques mois à l'avance. Et donc on est capable, non pas de donner la date précisément d'une éruption, mais au moins de dire qu'une crise volcanique va arriver dans les prochains mois. Le scientifique peut donc aujourd'hui l'affirmer. Il n'y aura vraisemblablement pas d'éruption dans les années à venir. On est capable de dire que la montagne Pelée fait une éruption majeure tous les 480 ans à peu près. Donc ça nous donne en tout cas une idée statistiquement du moment où le volcan pourrait se réveiller. Donc les populations sont aujourd'hui beaucoup moins exposées qu'en 1902. Il n'y a pas de raison de s'alarmer. On pourra voir une éventuelle éruption volcanique arriver. Il vaut mieux porter ses efforts sur d'autres phénomènes telluriques majeurs. En Martinique, on est quand même aussi soumis au risque de séisme, de tsunami, de cyclone aussi. C'est des choses qui peuvent arriver, qui sont dans des cinématiques beaucoup plus courtes que le volcan, où pour le coup, on a le temps de voir les choses arriver. Thierry profite de la sérénité ambiante pour préparer une expédition aérienne au-dessus de la Pelée avec un drôle d'engin. On va tâcher de faire la montagne Pelée, hein, notre beau volcan. C'est un peu la reine de l'île, non ? Il faut la respecter et puis la faire exister vraiment pour son histoire, pour tout ce qu'elle a été. C'est le site magique de la Martinique. Quand même. Il y a 50 ans que je fais de la photo. Et donc quand on est aux Antilles, quand on est au-dessus d'un paradis comme ça, avec des lagons, des angles de prise de vue incroyables, insolites, forcément j'ai toujours l'appareil photo en l'air et les atolls vus d'en haut, l'eau qui change, les nuages qui passent, les grains qu'il faut éviter en même temps. Tout ça en pilotant. Alors bon, des fois, le cadrage, je vais te dire, il est un petit peu rapide et bâclé, hein, et on peaufine après éventuellement ou on trie. Pour réaliser ces prises de vue, Thierry a appris à piloter une machine mi-avion, mi-bateau. Ah, ça, c'est un ULM pendulaire hydro. C'est une aile delta, on pilote avec un trapèze. Sauf qu'au lieu de décoller et d'atterrir sur Terre, on le fait sur la mer. Je trouve qu'être sur une île sans bateau, c'est dommage. Pour moi, être dans un endroit sans pouvoir voler, c'est dommage aussi. Alors bon, là on a un beau compromis, donc je marie les deux. Grâce à cet engin, Thierry vole à plus de 100 km/h et à plus de 600 mètres du sol. Sous sa coque, le paysage est magnifique. Quelques îlots, comme celui du Loup-Garou, offrent de véritables cartes postales.
Plus loin, mais aussi plus haut, nous passons au-dessus de la presqu'île de la Caravelle, vieille de plus de 20 millions d'années. Cette bande de terre, longue de 12 km sur 900 mètres de large, constitue la plus ancienne partie de la Martinique. Au bout de cette presqu'île, ce phare culmine à près de 120 mètres. C'est le plus haut de France. Là, on arrive au-dessus du Lorrain, on est à 90 km/h, vitesse sol, vent arrière, quoi. C'est un énorme privilège de pouvoir contempler cette nature rester intacte. On a l'impression d'être seul au monde et la magie, le côté luxuriant, vert, c'est absolument splendide. Nous approchons de la montagne Pelée, le but final de la sortie du jour. On essaye de prendre la montagne en photo sous ses plus belles lumières. Elle paraît plutôt paisible. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de menace pour le moment. Donc, après, elle reste quand même impressionnante de par sa hauteur, sa grandeur et c'est le plus haut sommet de la Martinique. Vue du ciel, la première chose qu'on se dit en voyant le Saint-Pierre d'aujourd'hui, c'est que la ville est belle, que la courbe de sa rade est parfaite. Pourtant, quelque chose donne à cette ville une mélancolie palpable. On la voudrait gaie et pimpante, comme au début du XXe siècle. Mais son histoire tragique en a décidé autrement. C'est aujourd'hui une jolie petite cité, classée ville d'art et d'histoire. La rade est superbe avec sa plage de sable gris. Grises aussi les ruines du Saint-Pierre d'avant l'éruption, qui quittent peu à peu l'anonymat et l'oubli. Mais c'est au fond de l'eau, loin des yeux des Martiniquais, que la tragédie de Saint-Pierre a laissé le plus de traces. De nombreuses épaves reposent ici dans le plus grand cimetière maritime du monde, comme pour nous rappeler que Saint-Pierre, à l'image de Pompéi, est une ville martyre de son volcan.